F1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 42. Et aussi bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur YouTube sur le compte du Bulletin F1. Si vous voulez transmettre le message pour qu'on ait un peu plus de vidéos, n'hésitez pas à le faire sur nos réseaux sociaux, puis on mettra un lien dans la description pour que vous puissiez nous suivre. Au menu cette semaine, on doit en parler. On va parler de la diversité en F1 ainsi que le combat que mène Lewis Hamilton. On va parler ensuite de la deuxième partie du calendrier 2020, à savoir est-ce qu'on va aller vers d'autres courses en Europe ou quelques courses en Asie et parler un peu du projet Grand Prix sur un tracé différent au Bahreïn. Et on va terminer avec quelque chose d'un peu plus relax et légèrement controversé. Revoir les notes des pilotes dans F1 2020 de Codemasters qui va sortir le 10 juillet. Et pour parler de tout cela, j'ai avec moi deux de mes trois acolytes. On a Marc-André Fortin avec nous. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Alors, moi, je vois que, évidemment, toi, tu habites en Estrie, donc toutes les terrasses, les restos sont ouverts. Le maudit chanceux, hein? Donc, est-ce que tu aller prendre un petit verre, un petit goûter et profiter des confinements avec quelques amis en Estrie, oui. Et oui, exactement. Et en plus, avec le beau temps puis la chaleur en plus, c'est le bon moment pour sortir. Et j'ai avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut. Comment vas-tu? Ah, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud. Ça déconfine en plus. Oui, ça déconfine. Et puis, au moment où on enregistre l'épisode, on est le 18 juin en passant. Donc, si vous l'écoutez, par exemple, le lundi au moment de la diffusion, en fait, allez célébrer tout cela parce que les magasins vont rouvrir, les restos et tout. Puis, j'ai appris que toi, pour vendredi, le Carrefour Laval va ouvrir. Oui, moi, j'étais surprise moi-même parce que j'habite pas loin. Je dis, oh, c'est tout bête. Ça va que ça déconfine à Laval. Eh oui. Et vous savez quoi? Y a d'autres personnes qui se préparent parce que on a vu des images de Formule 1 rouler, hein? On n'a pas la berlue. On a eu Mercedes la semaine dernière qui a fait ses premiers tours de piste, bon, avec la voiture de 2018. Mais on a eu des équipes comme Ferrari, justement, encore au moment d'enregistrer, avec Charles Leclerc qui s'est promené dans les rues de Maranello. On a eu Racing Point à Silverstone qui s'est pratiqué avec la Mercedes rose, la RP20. Puis on a Renault qui est allé à Red Bull, le lieu du début de la saison. Puis je pense qu'il y a aussi, si je me trompe pas, McLaren. Il y a McLaren, oui. Oui. McLaren avec aussi. F3? Avec les F3, oui, exactement. Lando Norris et Carlos Sainz qui ont fait leur test parce qu'évidemment, eux, ils ne peuvent pas utiliser les anciens modèles de voitures, probablement pour des raisons contractuelles ou bien parce qu'il manque le moteur Honda. Mais pourtant, ils ont un moteur Renault, alors... Il y a des questions financières, mon Dieu, aussi. Surtout des questions financières chez McLaren. Donc, là, on va parler de quelque chose d'assez sérieux, en fait. C'est le premier sujet. Il s'agit de la diversité en Formule 1, parce qu'il faut en parler. La semaine dernière, j'ai publié 2 articles sur notre site bulletinf1.com que vous pouvez aller lire. Ça s'appelle Lewis Hamilton, la diversité et la course automobile.
évidemment, avec les récents événements tragiques entourant entre autres le décès de George Floyd, ça a remis en branle le mouvement Black Lives Matter, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Et dans l'univers sportif, il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont parlé de racisme, de comment mieux l'éduquer. Et évidemment, la Formule 1 et la course automobile n'a pas été épargnée pour autant, évidemment avec Lewis Hamilton, qui est actuellement le seul pilote de race noire en Formule 1. Évidemment, il y a Bubba Wallace aussi en NASCAR qui lui aussi fait sa part aux États-Unis. Et d'ailleurs, le NASCAR fait tout en son pouvoir pour changer l'image qu'elle a, évidemment. Donc, évidemment, c'est une question aussi qui doit être soulevée, même si beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Alors, on va en parler tout de suite. Quelle est votre opinion sur la diversité? Est-ce qu'il en faudrait plus? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Donc, qui veut commencer? Je peux toujours débuter. C'est une question, comme tu l'as dit, qui est assez facile à répondre. Premièrement, je veux te féliciter pour les 2 articles que tu as fait. Ce sont 2 articles de grande qualité et tu abordes bien le sujet, puis tu développes bien ton message et le message d'Hamilton aussi. Fait que je pense que c'est important de te le dire. Merci, et puis, à ce sujet, justement, je pense que j'ai aimé la façon que Hamilton a justement abordé la question, qui depuis 2 semaines est très actif pour aider le mouvement et à partager le mouvement et à aider à le propager. Et il le fait d'une manière qui est non agressive. C'est assez passif. Il passe le message, mais tout en restant poli, si je peux utiliser peut-être le terme. Ouais. Donc, je pense que c'est de cette façon-là qu'on va changer les choses, de ne pas trop accuser les gens, mais de les aider à changer leur philosophie. Et que je pense qu'Hamilton, présentement, le fait bien. Et il est l'un des seuls athlètes présentement, même si le mouvement a été populaire côté sportif, je pense que c'est l'un des athlètes qui a pris le poids sur ses épaules, en fait, et pour propager le message et de ne pas, justement, comme l'expression dit, stick to sport, là, de ne pas se concentrer sur son sport, mais d'aider à propager le message. Oui, exactement. Et puis, je pense que c'est très important de mentionner aussi le stick to sport parce que, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Moi aussi. Parce que ça veut dire que les athlètes sont considérés comme des moins que rien, en fait. Exact, des imbéciles qui n'ont pas d'opinion puis qui ne devraient pas, à part faire leur sport, parler, alors qu'ils ont une visibilité et il y a plusieurs jeunes qui voient Hamilton aujourd'hui comme étant leur héros. Il y a plusieurs jeunes qui se lèvent à chaque matin pour regarder les courses d'Hamilton. Ils voient en eux peut-être Hamilton. Et pourquoi Hamilton ne pourrait pas utiliser cette vitrine-là pour justement aider cette belle cause, mais que ce soit aussi la cause des femmes qui est en Formule 1 est peu présente. Exactement. Anna-Maria, tu veux ajouter quelque chose? Mais oui, bien sûr. Non, je pense que c'est très bien, prend la parole, comme le fait Hamilton, il dit qu'est-ce qu'il pense depuis lui. Je pense aussi qu'il faut pas mettre tout dans les mêmes sacs parce que aussi il a pointé des doigts tous les sports parce que personne savait soulever sur les motosports, mais à la fin il y avait quelques semaines avant, on avait parlé ici avec toi aussi, il y avait les pilotes de NASCAR qui étaient mis dehors por quelques propos racistas que en fait il y a demandé des excuses et tout, mais dans une course virtuelle il était pas ignoré. Tout le monde y a réagi aussi
quand ça s'est passé. Et pour le cas de l'esport automobile, je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui sont en question, comme l'a dit Marc-André aussi. Les fans dans l'automobilisme, ya sé, no importa dans quelle catégorie, parce qu'avant c'était vu comme un sport pour des hommes. Ouais. C'est ça. Et maintenant, Hamilton il soulève la question, même si c'est vrai que c'est lui la seule athlète de couleur qui est maintenant en Formule 1, il y a beaucoup il y a aussi dans les catégories, en la F4, que ça commence à s'intéresser aussi, parce que comme on dit pour les fans, c'est pas non plus que les fans arrivent à conduire une Formule 1, il faut que les filles, depuis tout jeune aussi, s'intéressent. Parce qu'il faut qu'ils se développent depuis longtemps. Et quand on a un gros bassin pour choisir, ben, on sera prêt aussi pour avoir plus des athlètes professionnels, des femmes qui sont des pilotes. Mais maintenant, il n'y a pas beaucoup non plus. C'est la même chose pour des pilotes de couleur. Oui, Hamilton est là. Lui aussi, je pense qu'il a pris son accord. Il prend bien la parole. Mais aussi, il était chanceux parce qu'il était quand même choisi. Il y a quelqu'un qui l'a regardé depuis tout jeune, que c'était Monsieur Ron Dennis. Y qu'il était mis dans les sports. Et je pense que de côté de la FIA, de côté de l'organisation comme telle, il y a eu comme jamais de reproches, au contraire. Non. Il course même pour une équipe allemande. Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est très bien. Je dis, c'est très bien, il prend la parole, il faut faire plus, oui, mais il y a beaucoup de gens, ça se peut que ça des noirs, de latinos, de n'importe de quel pays, c'est très difficile d'arriver à être pilote professionnel parce que il faut beaucoup d'argent. Fait que il faut que quelqu'un de ces sponsors qui aide et tous ces pilotes, je te dis parce que je vois beaucoup de gens qui s'arrêtent parce que la majorité de temps c'est ils n'ont pas d'argent pour continuer. Et c'est sûr, pour une personne qui habite en Europe, c'est plus facile parce que tout est là. Mais même Stroll, s'il n'y avait pas tout l'argent qui est là, il ne serait pas là dans une Formule 1. Ouais. Oui. Parce que c'est comme, oui, il faut le faire, mais c'est très difficile. Par exemple, à Montoya, il a une fondation en Colombie, il court, il ramasse de l'argent, il y a une école de karting, Ouais. où il y a des enfants qui aident à se développer pour qu'il peut avoir son rêve. Ah, c'est Et c'est ça qu'il faut. Il faut plus de. Je dis, oui, il faut la parole, il faut dire, mais tu comprends, la FIA, il contrôle pas l'argent, il contrôle le sport comme tel, mais il faut que les personnes qui ont l'argent s'intéressent aussi pour aider. Et aussi les pilotes, parce qu'il y a des pilotes qui gagnent beaucoup d'argent, ils peuvent mettre une fondation, ils faire des choses, ils faire des actions. Ouais. Puis aussi, j'ai justement le fait que tu en parles, la FIA, moi, c'est peut-être le gros bémol que j'ai dans tout ça, c'est que la FIA n'a jamais réagi, non seulement à ce qui se passe, de la tête toutes les organisations, la majorité des organisations, Formule 1, IndyCar,
Ils Il n'y a ont même pas la FIA et aussi la FIFA. Il y a toutes les grosses, comment ça se dit? des grosses organisations. Organisation. Les grosses organisations de sport n'ont pas réagi. C'est Ben, pas juste la FIA. Et ça aurait dû être le contraire parce que Oui. justement, c'est des organisations qui ont tellement une grande popularité. Il y a tellement de gens qui les suivent que le message est projeté à une vitesse incroyable et à un nombre de personnes indéterminées, pardon. Et justement, ça aide le message à être encore plus puissant. Et justement, lorsqu'on disait qu'il faut en parler, c'est important parce que ça va encourager aussi euh, les gens peut-être à un jeune âge à s'intéresser à la Formule 1. Je serais curieux de voir peut-être, je ne sais pas si les chiffres existent, mais à partir des périodes de karting, peut-être le pourcentage de garçons ou de jeunes filles de la communauté noire et de la communauté blanche à participer aux courses de Formule 1, de karting, justement pour voir où est le problème. Parce que si les jeunes s'intéressent à la course automobile et à un jeune âge participent à des courses, mais c'est de monter en grade ouais. qui est un problème, ben, je pense que le problème est encore plus important que si c'est un manque à la source qui est manquant en fait. Oui, Y exactement. aussi, Puis, y a l'intérêt aussi parce que, como tú dices, a Sudamérica, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à jouer le soccer parce que c'est très, très facile, ça coûte rien, il peut monter vite. Mais, comme je disais, les karting, même si tu faire pratiquer une heure de karting, c'est quand même très dispendieux. oui. Y quand Oui. un enfant est dans les karting, la majorité du temps, c'est parce que son papa il a le karting, parce qu'il est propriétaire, parce que c'était un pilote. Oui, c'est important que ça s'intéresse, mais il faut reconnaître que c'était un sport quand même très coûteux. Oui. Et comme je te dis, il y a pour les femmes, pour les garçons aussi, quand il y a un père, il y a deux enfants, il y a une fille, un garçon, c'est toujours le garçon qui va aller au karting, pas la fille, la princesse. Oui, exactement. Puis pour revenir un peu à ce que Marc-André disait, justement, j'écoutais la semaine dernière, même à 3 reprises, un podcast avec le journaliste technique Sam Collins de Race Car Engineering. D'ailleurs, j'en fais la mention dans la deuxième partie de mon texte. Puis lui aussi, il faisait de la course automobile entre-temps pendant qu'il faisait ses études universitaires en ingénierie. Puis lui et Lewis Hamilton étaient pratiquement les deux seuls noirs dans l'univers de la course automobile en Grande-Bretagne. C'est quand même un très, 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 très petit pourcentage. Et pourtant, Sam Collins, lui, a grandi pas très loin de l'ancien circuit de Crystal Palace, qui était dans le temps un des circuits les plus prisés parce qu'ils organisaient des courses. Donc lui, ça l'intéressait aussi. Et puis il y avait aussi des trucs de kart et tout. Donc, et en plus, je fais aussi la mention de même dans les médias, Luke Smith, qui est maintenant journaliste dans l'industrie motosport, autosport et tout, là, il y avait l'année dernière, lors du Grand Prix d'Espagne, il avait publié une photo des écrans noirs, d'écrans noirs. Puis ensuite, on voit une majorité d'hommes blancs et tout. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont soulevé la question. Puis même à ça, on parle de Lewis Hamilton, on parle justement de Sam Collins qui parfois va dans les paddocks, puis vous pouvez voir ceux qui sont abonnés sur F1 TV, il collabore aussi à quelques émissions. Puis il y a Lawrence Barreto qui est un rédacteur sur le site aussi, mais à part ça, puis il y a beaucoup de fans aussi. Lui. Oui, exactement. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme diversité?
à part peut-être ceux qui sont là uniquement pour un Grand Prix, mais sur une base générale, il y a très peu. Il y a très peu de mécanos aussi Oui, qui sont d'une race différente que la race blanche. Honnêtement, durant un reportage de Formule 1, durant tout un Grand Prix, c'est assez rare dans les équipes qu'il y a une personne de race noire qui est mécano, et ça aussi, ça vient rajouter au problème, donc ça vient mettre encore plus l'accent sur le problème. Mais il y a très mélangé dans les mécanos, il y a très mélangé parce que j'étais déjà allé plusieurs fois au paddock, il est mélangé, il y a beaucoup de personnes de beaucoup de pays aussi qui sont dans l'équipe, et qu'est-ce qui arrive si on va de nouveau à la source, et beaucoup de mécanos, ce sont des ingénieurs aussi qui font des études en ingénierie, à quelque chose, et ils se retrouvent dans l'équipe. La majorité ils vont à Orford parce que c'est là à côté. Je connais plusieurs qui sont passés de faire ces études, aller dans une équipe, et je pense que c'est là aussi le problème, parce que quand tu arrives à la Formule 1, c'est pas des mécanos qui sont trouvés n'importe où. Ils vont le trouver à l'université, la majorité. Peut-être pas avant, mais maintenant, la majorité des mécanos, il y a une grosse formation. Et ceux qui sont à Ferrari, la majorité sont tous habités en Italie, c'est sûr. C'est un peu plus difficile aussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mécanos parce que j'étais déjà là, je connais quelques-uns, ils viennent de plusieurs pays, mais la majorité, ils se retrouvent à faire ces études en génie et finissent pour trouver une porte d'entrée dans une équipe. C'est ça aussi, parce que justement, il y a... Moi, je me souviens, je pense que le projet existe encore, mais ça s'appelle F1 in Schools, qui est un programme qui justement permet aux jeunes d'apprendre les rudiments de la Formule 1 à l'école en faisant des projets, donc c'est-à-dire tout ce qui est relié à la communication, l'ingénierie, même la conception d'une mini voiture aussi. Moi personnellement, j'ai participé à un projet qui était semblable, mais c'était de construire des robots. Et puis moi qui viens de Montréal-Nord, où t'as énormément de... T'as plusieurs cultures. T'as plusieurs cultures aussi. Ça incite aussi les gens les jeunes aussi à se trouver une vocation. Puis c'est là le point suivant aussi, c'est que je pense que la FIA devrait agir un peu plus pour justement faire en sorte que tu puisses aller chercher les personnes cibles. Puis quand je parle de personnes cibles, c'est dans les centres-villes, comme ce que Sam Collins disait aussi dans le podcast. D'ailleurs, je vais mettre le podcast sur le site, mais aussi sur YouTube, parce que c'est très très intéressant. Puis tu vois, moi je pense que il faut aller chercher dans les centres, dans les villes, aller voir, prendre des personnes, des personnalités. Justement, que la FIA travaille là-dessus, parce que je sais qu'ils le font avec les femmes. D'ailleurs, la semaine dernière, ils ont annoncé avec Ferrari un partenariat pour obtenir un peu plus pour attirer un peu plus de femmes dans l'univers de la course automobile. Mais dans les minorités, c'est inexistant, parce que je me souviens en 2008, justement après que Lewis Hamilton ait été victime d'actes racistes lors du Grand Prix d'Espagne, il y a une campagne de la FIA qui a été lancée, mais après ça a été enterré, ça a été carrément enterré, on n'en entend même plus parler. Puis même quand on fait des recherches sur YouTube, je veux dire sur Google, ce sont des articles
qui parle de ça en 2008, de la création, mais il n'y a jamais eu de suite. Puis même quand on parle de diversité, quand on fait des recherches FIA diversité, on en trouve, mais c'est pas la FIA en tant que telle. La FIA qu'on connaît, ce sont d'autres. Donc, justement, en tant qu'organisation mondiale, une organisation qui est reconnue par l'ONU, tu devrais faire quelque chose pour justement favoriser l'inclusion selon ta race, ta sexualité, peu importe, là. Parce que je trouve que la FIA ne fait pas grand-chose. Elle est assise avec son argent et tout, mais... Et laisse les choses aller, exactement. Ouais. Laisse les choses aller. Puis en même temps, il y a un mouvement. Il y a un mouvement là, qui est en train de prendre de l'ampleur. Là. Puis quand tu vois la FIA dans son petit dôme, tu fais comme si de rien n'était. Tandis qu'il y en a un qui parle. Et c'est le champion aussi. C'est ça qui est magnifique dans cette histoire-là, c'est que la FIA a le meilleur exemple à prendre pour monter un programme et le projeter vers l'avant et embarquer dans le train du Black Lives Matter, justement en ayant son champion du monde et qui appartient à la communauté noire. C'est une belle façon de montrer à la communauté que la F1 est accessible, mais justement, il faut que la FIA mette des programmes, aille justement, comme tu disais, dans les centres-villes, aille offrir des programmes dans plusieurs pays pour populariser la F1 à plusieurs communautés, que ce soit de la communauté noire, blanche ou même, tu parlais de sexualité différente. Oui, puis si je peux ajouter aussi quelque chose aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la série A1GP, qui était la série de course automobile reconnue comme un genre de Coupe du monde de la course automobile là, des nations. Il y avait même quelques pilotes. T'avais Daniel Ricciardo qui participait pour l'Australie, Nico Hülkenberg et Sébastien Vettel aussi qui avait fait des tests pour l'équipe Allemagne aussi. Donc, t'avais même plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique aussi. Donc, c'était vraiment un projet très intéressant qui a même existé aussi pendant 2 ou 3 saisons. Puis, les courses étaient très bonnes. Puis, malheureusement, le projet est mort. Ben, la série est morte, en fait. Et moi, je pense que c'est une série qui aurait mérité d'avoir un peu plus de reconnaissance parce que, justement, pour encore faire référence à ce que Sam Collins disait dans le podcast que j'écoutais, lui, il avait été approché par des gens du Nigeria pour, justement, créer une équipe de A1GP, justement pour obtenir l'intérêt de la communauté nigériane, j'oublie tout le temps, là. Mais tu vois, c'est ça, c'est aller chercher peut-être dans des régions où tu t'y attends le moins. Puis il a même évoqué les Barbades où il y a 2 circuits, puis il y a une ligne, puis la course automobile est assez populaire. Donc, tu vois, il faut quand même que la FIA fasse quelque chose. Je sais qu'il existe les jeux, un semblant de Jeux olympiques de motosport, mais ça change rien du tout. C'est encore un club fermé. Fin de la parenthèse. Donc, oui, mais regarde, il y a quelque chose d'intéressant qui dit, c'est pas juste fixer la Formule 1, aussi il y a plusieurs catégories dans la FIA qui c'est le karting, le F4, le web. Il y a beaucoup de catégories. Il fallait pas juste se concentrer dans la Formule 1 parce que la Formule 1 c'est trop petit, c'est petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances et c'est 10 équipes pour un championnat du monde, mais c'est très comme tous les pilotes ils rêvent, mais la majorité, il y a beaucoup de pilotes qui se retrouvent dans catégorie autre. J'ai déjà parlé avec des gens espagnols
comment ça s'appelle, Alex Palou, que lui, il avait 15 ans, ça fait à peu près 4, 5 années, je demandais qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, est-ce que tu vas aller à la Formule 1, c'est ton rêve. Lui, il m'a dit, mais non, je vais être pilote professionnel, no importa où. Je vais un auto y este pilote profesional. Oui, oui, y maintenant, lui, il s'entraîne en IndyCar. Il est pilote dans IndyCar cette année. Oui, ça commence parce que j'ai dit, était un petit jeune quand il me dit ça. C'est pas juste la Formule 1. Il dit, je vais être professionnel, no importa dans quelle catégorie, mais professionnel. Y c'est bien. Y otra chose que yo voulais ajouter, c'est que ça fait quelques semaines, y ya un jour, j'étais surpris, c'est un pilote, un jeune new-yorkais de New York, est noir aussi, y commence à faire la course en F4, dans la F4 US. Ça a commencé y j'étais surpris parce que yo dit, oh, ben, regarde, il y a un futuro Hamilton là. Mais curieusement, personne n'en parle parce qu'on parle des pilotes quand ils sont non, pas quand ils sont jeunes. Mais ça serait une bonne idée de parler des gens aussi parce que quand des gens ils voient d'autres gens s'intéresser à un sport, c'est sûr qu'ils vont dire, je peux faire ça aussi. Ouais. C'est pas la même chose. Et c'est ça aussi, on a, je dis tout le temps, on a notre part de responsabilité aussi parce qu'on parle juste des champions tout le temps, des autres qui sont non. Il y a beaucoup de pilotes qui courent parce qu'ils ont les rêves. Tu sais, dans les mondiales de karting, sont à peu près des fois 100 pilotes en karting. Oui, il y a beaucoup, parce que je travaille en Bandera Azul, il y a un jeune que lui, il fait la presse pour plusieurs gens. En karting, lui, il va à plusieurs courses et me dit, c'est plein, et il y a des fois, c'est toujours plus que 50 participants. Wow. En karting, il y a beaucoup. Wow. Quand même, c'est quand même quelque chose. Plus que ça monte, plus que il reste moins. C'est vrai, parce que c'est surtout ça, c'est comme tu l'as dit, Anna Maria, c'est surtout une question d'argent, de coût. Parce que c'est ça aussi que, et c'est là, c'est mon dernier point dans ce segment aussi. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelait C'est bien beau de chialer, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Puis c'est ça aussi que je veux amener, parce que on parle, mais il faut des propositions et des solutions. Donc, moi j'ai je me suis inspiré de Sam Collins parce que je trouve que c'était très très bien détaillé là, l'histoire d'aller dans les villes pour aller chercher, pour justement aller chercher du potentiel de fans, d'intéressés. Vous, quelle solution, quelle proposition vous avez en tête pour justement aller chercher un peu plus de monde, de diversité en fait, dans la course automobile, puis en Formule 1 à la limite? Ben, c'est sûr que de baisser les coûts, je pense que ça vient... c'est une solution qui est facile à dire, mais je pense que de travailler à ce que le karting, à la base, à la source, soit moins coûteux. Mm-hmm. Donc, par exemple, le soccer, ben, ça prend un ballon, quitte une petite pompe pour gonfler le ballon. Tu peux jouer, tu peux faire le sport, tu peux jouer au soccer avec seulement ces deux instruments-là, alors qu'en Formule 1, avec le karting, ben, ça te prend la voiture, ça te prend l'argent. Donc, c'est certain que de baisser le coût ou de faire des programmes, justement, pour aider les gens qui ont moins les moyens, que ce soit de toutes les diversités différentes,
puissent accéder au karting ou simplement en faire quelques fois pour voir si leur intérêt est fort et pour justement pouvoir aller sur la piste et montrer à des potentiels sponsors qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi. Donc, je pense que à la base, c'est de faciliter l'entrée en karting qui vient vraiment, je pense, aider la cause et de profiter et d'aider les gens qui ont moins les moyens, ou même les gens qui sont plus en moyen d'accéder quand même au karting. Oui. Anna Maria, toi, as-tu des propositions pour justement avoir un peu plus de diversité en course automobile? Oui, comme disait Marc-André, il faut faciliter, mais il faut aussi faire connaître plus de visibilité parce que mais si je parle juste d'ici, à Montréal, je vais pas aller trop loin. Si je te demande où je peux mettre mon enfant en un camp de karting, Ben, je sais que... c'est ça. Ouais, moi, je connais parce que... Le silence veut tout dire. moi, je le sais, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que il faut faire la visibilité. Parce que oui, il fallait de l'argent, mais tu sais, il y a des parents qui mettent les enfants dans un camp de jour del Barça ici à Montréal. Ouais. C'est pas donné non plus. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. C'est ça, il faut faire connaître. Je connais quelques écoles parce que, oui, je suis dans les milieux, je cherche, et c'est curieux, il y a des jeunes pilotes qui aussi, je retrouve des fois sur Instagram, ils me demandent de les suivre et tout ça, mais il n'y a pas d'information. Il n'y a pas ici comme la FIA, il n'y a pas comme une association pour les karting ici au Canada. Il n'y en a pas. Et que ce soit au Canada, mais aussi dans plusieurs autres pays aussi. Exactement. Non, c'est ça. Il y a des pays que oui, ils travaillent beaucoup. Comme je te dis, en Europe, il y a beaucoup parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de karting. C'est comme, oui, il est proche et plus accessible. Mais ici, il y a quelques karting, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. La seule place où je les retrouve, c'est quand on va au salon de l'auto. Ouais. Juste ça, après ça, il n'y a rien. Quand tu arrives à Grand Prix de Canada, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui te parle de karting, de la course. C'est bel et bien vrai. Absolument rien. Et ça, je dis, mais c'est la meilleure fenêtre. C'est ça, c'est la meilleure fenêtre parce que je sais qu'il y a Kartomania qui fait de la promo quand c'est le Grand Prix du Canada. Il y a Action 500 Paintball Karting aussi qui en fait. Ben, d'ailleurs, je sais pas, c'est pas très loin de chez moi, mais tu sais, t'en entends parler, mais c'est juste... Mais il y a l'école à Mirabel aussi. Il y a Icar, oui, j'ai complètement oublié Icar, oui, il y a Icar aussi, mais c'est loin, c'est pas à Montréal. Tu sais, c'est quand même... Et c'est souvent vu encore comme un divertissement, donc tu vas passer un petit après-midi au karting, alors que c'est un sport comme tous les autres. En théorie, tu devrais pouvoir autant inscrire ton enfant au karting pour une saison que aller faire du basket ou du hockey. Donc, alors que justement, admettons, nous à Offord, on a un karting, ben, c'est vu comme un divertissement, comme une petite activité que tu te paies pour avoir du plaisir avec tes amis, alors qu'en réalité, c'est un sport et tout le monde devrait pouvoir en profiter. Et justement, le manque d'information vient beaucoup changer la donne à ce niveau-là. C'est ça. Puis en plus, moi je pense que je vais aller même un peu loin. Le fait d'avoir 2 Canadiens en Formule 1, ce qui est une première cette année, peut-être que ça va redonner une certaine envie, non seulement de regarder de la Formule 1, parce qu'on a 2 Canadiens, 2 pilotes qui sont nés à Montréal en plus, où on a un Grand Prix, bon, si on en a cette année. Mais ça, on en reparlera, c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Donc on a deux pilotes. On a un semblant d'écurie canadienne, si on peut dire.
puis on a un Grand Prix national. Donc, moi, je pense... Et en plus, on a un média en RDS qui fait son travail excellent depuis Vraiment. plus Qui de 27 devrait ans. faire un petit peu plus pour faire connaître aussi les Ça, sports c'est des vrai. gens, parce Ça, c'est qu'on vrai. parle juste des Formule 1. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. De Formule 1, de NASCAR. Formule 1, NASCAR aussi. Mais aller chercher un peu plus large. Je sais qu'ils diffusent aussi du rallycross et autres types de courses aussi, mais il faudra en faire un peu plus. Donc, voilà, c'est ce qui complète cette partie de diversité en Formule 1. Si vous voulez ajouter votre point, vous pouvez le faire sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Et évidemment, on vous demande de le faire dans le plus grand des respects parce que c'est un sujet sérieux. Puis, tout commentaire négatif, péjoratif sera supprimé parce que je n'accepterai pas aucun commentaire raciste, homophobique, rien du tout. Là. On est là, c'est du sport, c'est un sujet sérieux, donc je tiens à ce que ça reste clean. Parfait. Donc, on reste dans le débat. On reste dans le débat, évidemment. Donc là, on va passer à un sujet encore sérieux, mais un peu moins deep, si on peut dire. On va parler de la deuxième partie du calendrier 2020 de Formule 1 qui n'est pas encore dévoilée, mais depuis quelques jours, on parle de probablement avoir d'autres courses en Europe en option parce on a appris que les Grands Prix d'Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon ont été officiellement annulés pour cette année. Bakou et Singapour parce que c'est une question de logistique, évidemment étant des circuits urbains, mais le Japon, c'est parce que il y a une fermeture des frontières complète pour tout visiteur de l'Europe et des États-Unis jusqu'au mois de mars. Et en plus, ils veulent se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés en 2021. Or, il y a des options possibles. On a parlé d'avoir probablement un programme double à Sochi. Écoute, j'aime le circuit, mais la course est plate. Elle est plate. Non, ça ne devrait pas être là. Mais l'argent... Ouais, exactement. C'est une question d'argent, mais je comprends dans les circonstances. C'est comme ça. Donc, on parle de deux courses à Sochi, mais aussi on parle d'épreuves qui ne figurent pas dans le calendrier en général. Donc, on a beaucoup parlé de Mugello, un circuit qui se trouve pas très loin de la Florence et qui est un circuit qui appartient à Ferrari. Mugello n'a jamais accueilli de Grand Prix de Formule 1. Là, je viens de voir un feu d'artifice qui vient de péter, là. Wow! C'est pas la Saint-Jean, les amis. Ça déconfine. Ça déconfine, effectivement. Donc, on parle de Mugello. On parle de Imola qui a reçu son titre de grade 1 parce qu'ils ont fait des modifications. Donc, le titre de grade 1, ça veut dire que vous avez les normes de sécurité suffisantes pour accueillir un Grand Prix de Formule 1. Il y a aussi Hockenheim qui est au calendrier qui était au calendrier pour les Grands Prix de 2018 et 2019, donc pourrait être une option. Et on parle même du circuit d'Algarve, qui est au Portugal, qui est un circuit qui, lui non plus, n'a jamais accueilli la Formule 1, mais comme Mugello a obtenu des tests. Puis on parle même d'un programme double à Shanghai, en Chine, le premier Grand Prix qui a été en fait reporté. Je vois Anna Maria qui est en train de qui est déçue en fait. Et on parle même d'un programme double au Bahreïn, mais ça on va en reparler parce que c'est assez spécial. Est-ce que vous pensez que est-ce que la saison en tant que telle, lorsque tout sera dévoilé dans quelques jours là, selon ce que Ross Brown dit, est-ce que vous pensez qu'on aurait une saison principalement européenne compte tenu des circonstances? On va commencer cette fois-ci avec Anna Maria. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être une saison
europea. Parce que la deuxième partie n'est pas confirmée parce que il n'y a rien dessus. Oui, il y a des circuits qui offrent, mais il y a aussi des contrats, des télé, des sponsors, tellement de choses qui sont à côté que ça empêche. Aussi, comme tu parlais tantôt de Shanghai, c'est difficile parce que ça commence à faire un rebrote de coronavirus en Chine. Ouais, ça aussi, ouais. C'est comme pas le meilleur scénario. On parle même pas de Brésil, des États-Unis, Mexique, mais insiste dans sa date égale sa date. La question de coronavirus c'est difficile là aussi. Canada. Ouais, Canada, c'est un autre débat, ça. Oui, c'est très difficile. Ouais. Je pense que ça va être européen. Pourquoi? Parce que les installations là-bas, ils sont faites pour ça. Il y a des cours tout le temps, les activités recommencent, et ce sont des circuits fermés. C'est plus facile à contrôler pour dire on va faire un Grand Prix pas public, et que c'est pas compliqué. Et que je pense c'est ça aussi. Mais c'est sûr que du coup à Sochi, ça serait pas bonne chose pour la Formule 1. Ouais, en termes de spectacle, on s'entend que... Non, parce que si il veut faire des courses pour sauver les sports, pour sauver la saison, on ne peut pas le faire à tout prix non plus. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait de spectacle aussi, il y a quelque chose, parce que même pas de podium, même pas de public, et en plus, le circuit est plat. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, quoique l'environnement autour du circuit de Sochi est magnifique, je veux dire. Ça, au moins, mais quand même, c'est plus beau Monaco, hein? Même si je m'endorme aussi. Alors, je ne vais pas parler de Monaco. No heroics into Saint-Devote, please. Oui. On pouvait l'effacer, mais... Ouais, exact. Non, j'aime pas Monaco. Ben, j'aime pas Monaco personnellement. Mais moi non plus. J'aime pas la course, c'est plate. Non. Ouais, ça dépend. Mais oui, moi je pense que même si ça veut dire qu'on doit faire 2 courses à Sochi, donc deux siestes le dimanche matin, ben si c'est pour le bien du sport, pour éviter d'avoir justement des problèmes de coût en attendant l'arrivée du plafond salarial, ben je veux dire on y va là. Parce que je veux mais dire... au moins on est chanceux, hein? Oui. Francia est annulée déjà. Ah, attends, j'ai pas bien compris, ça a coupé? Qu'on est chanceux parce que Francia est annulée. Ah oui. Au moins il y a ça, ouais. Je dois dire, au moins le Grand Prix de France a été annulé, donc c'est une sieste de moins. Ah, oui, c'est ça. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on va avoir une saison majoritairement européenne cette année? Ça semble s'en aller vers là. Je pense que la deuxième partie, comme tu l'as dit, du calendrier n'a pas encore été déterminée. Mais d'après ce qu'on entend, la Formule 1 commence à travailler sur plusieurs autres circuits en Europe. Et c'est normal. Je pense que pour ce qui est de la notion du déplacement de cette bulle que la Formule 1 veut se créer, c'est certain que c'est plus facile de se promener sur le territoire européen. Les distances sont moins importantes. La disposition des circuits, comme Mme Maria l'a dit, est peut-être plus facile à contrôler. Quitte que celle du Canada est assez facile aussi en raison des 2 entrées uniquement pour contrôler le passage des gens. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a plusieurs façons de pouvoir sortir du territoire européen en toute sécurité. Mais
je pense que la Formule 1 veut absolument un championnat du monde. Je pense que ça a toujours été le but et je pense pas que ça a changé depuis la dernière fois que la Formule 1 a parlé de son calendrier. Donc, tant qu'il n'y a rien d'officiel, je me dis que ça va être encore un championnat mondial en allant sur 3 continents différents. Ouais. Et si le prix à payer est d'aller à Sochi à 2 reprises, ben, moi, ça me semble correct, mais on pourrait justement travailler sur peut-être une grille inversée pour rendre cette course moins endormante et éviter la sieste. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense que on en avait déjà parlé assez. Ouais. Justement, je pense qu'il y a plusieurs façons de rendre les courses intéressantes malgré tout. Et je vois quand même l'intérêt d'un calendrier qui serait seulement en Europe. Maintenant, est-ce que c'est un avis qui est partagé? Ça, c'est une question qui est encore sans réponse, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers là, mais que le travail, le petit hamster, il se fait aller les pattes là, pour qu'on ait un championnat mondial. Oui, exactement. Puis, et on parle beaucoup de courses en Europe, de programme double en Russie. On a parlé un peu de Shanghai, mais qu'en est-il de Bahreïn et la proposition un peu, je dirais, un peu inusitée. Donc, parce que, en fait, on sait déjà, les Grands Prix de Bahreïn et d'Abu Dhabi seront les dernières courses de la saison. Donc, on est déjà sur 2 continents. Mm-hmm. Donc, c'est déjà assuré, si on peut dire. On a 10 courses officiellement, là, parce qu'on s'entend que Abu Dhabi et Bahreïn, ce seront les dernières courses de la saison. Mais le Bahreïn pourrait être un programme double. Et Ross Brawn, a évoqué la possibilité de faire le deuxième Grand Prix de Bahreïn sur un circuit différent, qui est en fait ce qu'ils appellent le outer track. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissaient le circuit, donc ce sont les 4 premiers virages, en fait, donc le genre de zigzag après la longue ligne droite. Ensuite, l'autre longue ligne droite, puis au lieu d'aller vers le virage 4 un peu en descendant, on s'en va un peu plus haut, puis ensuite on va aller faire la partie extérieure du circuit avant de revenir sur la longue ligne droite. Je pense au montage, je vais vous montrer en fait l'ébauche du circuit en fait. C'est un circuit de 3,5 km, c'est à peu près 1,7 km de plus que le tracé original de Formule 1. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, en quelque sorte, d'avoir un tracé différent, surtout qui respecte les normes de grade 1? Mais si ça respecte toutes les règles de sécurité, je vois pas pourquoi. Disons que Bahreïn, en réalité, il se fait quand ça commence la session. Je ne sais pas comment ça va aller maintenant parce que je sais que c'est une place où des fois il y a des tormentes de sable. Ouais. C'est quelque chose que pour le passé, il y a déjà empêché que la Formule 2 roule parce qu'il y avait beaucoup de saleté. Oui. C'est ça, c'est le seul problème à Bahreïn, c'est ça, c'est les sales. Mais pour le reste, je vois qu'il n'y a pas de problème parce que c'est un circuit qui est très fermé dans la place. Il n'y a pas non plus beaucoup de public comme tel. D'habitude, il y a beaucoup de monde de journalisme, les équipes et tout ça, mais public, il n'y a pas beaucoup, parce que je ne vois pas de problème. Ça serait une bonne idée, en fait, dans les circonstances. Ouais, mais quel public? Oui, mais là, d'habitude, il n'y a pas de public. Déjà. Donc, c'était déjà en partant, sans vouloir être déjà en partant, il y a un petit village pour les journalistes, pour tout le monde, mais c'est rare que tu vois des gradés pleins. Non, c'est différent.
Mais sinon, est-ce que le circuit proposé, tu trouves... parce que là, c'est 3.5. Puis, comme j'en parlais en hors d'onde avec Marc-André, ce serait un genre de circuit... un tour en temps normal serait en moins d'1 minute avec les voitures actuelles. Ça serait quand même quelque chose d'amusant. Donc, voilà, une petite différence. C'est mieux que faire les mêmes circuits inversés. Ouais, c'est pas que c'est pas impossible à faire, c'est juste improbable parce que ça va prendre plus d'une semaine pour changer toute la configuration pour faire un circuit inversé. Et toi, Marc-André, est-ce que tu crois que c'est une bonne chose? Est-ce que tu vois l'idée d'un, comme on disait hors d'onde, un circuit, utiliser la partie extérieure du circuit de Bahreïn pour un Grand Prix, ce serait intéressant? Pendant qu'Anna-Maria parlait, je suis allé m'assurer que je regardais bien, bel et bien, le bon circuit. Et officiellement, ce circuit-là, je le trouve impertinent. C'est un circuit qui est pratiquement en ovale, avec aucune chicane réellement. C'est des petits virages pour dire qu'ils ont un virage, il n'y a pas d'épingle. C'est une série de 3 lignes droites avec une succession de courbes qui, bon, ce n'est pas les courbes Senna qui amènent de l'intérêt à une course. Et moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un Grand Prix sur un circuit comme ça. Je préfère à la limite avoir 2 courses sur un circuit de Bahreïn qui est quand même assez intéressant, là. Il nous amène à chaque année des courses qui est peut-être pas les plus passionnantes, mais malgré tout, on a eu beaucoup d'actions au cours des dernières années sur ce circuit-là. Et je me dis que tant qu'à avoir un circuit justement avec 3 lignes droites comme ça, avec probablement une zone de DRS qui serait pour les 3 zones ouvertes, ce qui rendrait la course pour moi très impertinent et où l'intérêt n'y serait. Oui, je suis de retour. Ouais, désolé, la connexion a coupé, c'est que je m'attendais malheureusement, donc non, mais c'est d'être de retour. Exactement, puis ça n'a pas coupé au moins ça n'a pas coupé le montage. Donc oui, c'est ça. Donc juste avant que ça coupe, je pense ton point est quand même bon parce que moi je trouve que de changer l'allure d'un circuit, la configuration d'un circuit juste pour rendre le spectacle plus intéressant, là, c'est pas quelque chose qui va régler le problème. Moi j'aime l'idée de... Ah ben, vas-y, Anna-Maria. Non, que j'avais compris qu'on touche pas les circuits, on fait comme un circuit à côté, à peu près, c'est ça que... Oui, on va sauter de la même place, on va utiliser les mêmes paddocks, mais quelque chose comme ça. Comme disait Marc-André, c'est à peu près un ovale. C'est ça que je trouve intéressant. Tu as déjà vu des courses d'IndyCar en ovale? Oui. C'est à peu près ça que ça va donner. Ouais, c'est ça, avec plusieurs lignes droites, des virages lents comme les 3 premiers. Oui, mais ça pourrait avoir un problème de sécurité aussi parce qu'on a arrêté la Formule 1 à Indianapolis, c'est juste pour ça qu'il n'y avait pas assez de virages pour ralentir. Et c'est ça, c'est très important que c'est bien que tu me dises parce que justement, le 19 juin, il y a 15 ans, c'était le fameux fiasco du Grand Prix des États-Unis. Puis d'ailleurs, moi je pense que personnellement, le lien peut se faire, Indianapolis aurait pu être un très bon candidat pour accueillir un Grand Prix de Formule 1 en Amérique du Nord. Parce qu'il y a déjà l'installation, le circuit est déjà prêt, il a les normes de sécurité de type grade 1. Donc, si jamais le Canada ne devait pas arriver, et encore moins le Grand Prix des États-Unis à Austin, d'après moi, ce qui devrait pas avoir lieu malgré tout, moi je pense qu'Indianapolis aurait été une très bonne solution
Donc, ça, c'était un petit aparté. Mais oui, moi, je pense que c'est ça, toute une question de sécurité en changeant en changeant la configuration du circuit, là, ça réglera pas tant le problème. Moi, je pense que comme ce que Pirelli a fait, c'est-à-dire faire la sélection de trains de pneus pour le même circuit mais deux grands prix différents, ça pourrait rendre les choses plus intéressantes en termes de stratégie et en général pour la course aussi, tout en gardant les mêmes installations, tout en évitant de déplacer des barrières pour rien, pas pour rien, mais pour éviter toutes sortes de difficultés logistiques aussi. Donc parce que de mon côté, j'aime l'idée de changer la configuration d'un circuit. Par exemple, je pense que si on prend la France, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de configurations différentes qui est possible et pour rendre justement peut-être une course différente et une autre approche. Mais je pense que le problème est à la source à Bahreïn, c'est que le circuit alternatif est pour moi aucunement intéressant et ne rendrait pas le spectacle meilleur. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est justement là l'inutilité de refaire les circuits, de changer des barrières, comme tu disais, alors que si on pouvait trouver une façon de configurer le circuit différemment, je pense que ça pourrait apporter une autre touche, mais cette configuration-là ne m'intéresse pas. On verra si la Formule 1 en décidera ainsi différemment, mais pour l'instant, j'aimerais peut-être, je préférerais peut-être avoir deux courses sur le même circuit à Paris. Oui, et puis aussi, bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais imaginez un circuit, une course de 80 tours, comme ce fut le cas dans les années 80, mais avec une Williams qui se fait prendre des tours, là. Sur un circuit de 3,5 km, là, je pense que ouais, ils vont trouver la journée longue. Ou ne peut-être pas participer. Ou ne peut-être pas participer, effectivement. Tout simplement pour éviter d'être des cônes mobiles. De déranger. J'ai dit, il pourrait aller à Kota, à Anstey, aux États-Unis. Ah oui, oui. Et puis, mais c'est bien, le circuit, il est très beau, il est amusant, les pilotes y aiment. Pour moi, tu peux faire 6 courses là. Oui, oui. Et c'est correct, chacun il va donner un résultat différent, je suis sûr. Oui, exactement, parce que peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais la Formule électrique, la Formule E, va faire 6 courses en 9 jours au mois d'août à Berlin, dans l'ancien aéroport de Tempelhof, là où ils accueillent justement leurs courses habituelles, ouais. Mais sur des circuits, sur des tracés différents, parce qu'évidemment c'est un ancien aéroport, donc ils vont pouvoir le moduler en quelque sorte. Puis justement, WTF1 a posé la question aussi si justement il y avait un circuit où vous voudriez avoir 6 courses consécutives, ce serait où? Anna-Marie a dit le circuit des Amériques à Austin. Moi, j'ai répondu le circuit Paul Ricard, justement parce qu'il y a parce qu'on peut modifier. Et toi, Marc-André? J'irais aussi, malheureusement, du côté de Paul Ricard parce que je sais toutes les tendues possibles des différentes configurations possibles. Et le problème est peut-être justement à la configuration actuelle de. J'ai pas tenté de faire le jeu parce que je n'ai pas l'expertise de la sécurité de la Formule 1, mais le problème à la base du Grand Prix de France, c'est peut-être la configuration actuelle qui rend les dépassements et la course moins intéressantes. Ouais. Alors peut-être de profiter de la situation pour trouver une nouvelle approche et une nouvelle configuration à ce malheureux Paul Ricard que ça pourrait être. Sauf moi. On a la chance qui était annulée déjà. Ouais, au moins cette année, on peut se dire il n'y aura pas de Grand Prix de France.
Donc, comme on l'a dit, donc c'est une sieste de moins, mais on pourrait avoir Non, mais parce que de grands prix à c'est Sochi. un circuit de test. Oui, Paul Ricard, c'est un circuit Ouais. de test. C'est Oui. ça. C'est un circuit fait pour des tests. Il peut changer de configuration parce qu'il y a plusieurs catégories aussi qui font ces tests. Il y a des écoles aussi à Paul Ricard. C'est juste lui, l'école de Gilles Villeneuve. Oui, C'est là, à Paul Ricard, Ouais. qui font les courses aussi. ouais, oui. oui. Ouais, Avec son programme pour impliquer justement les jeunes. Oui, c'est ça. c'est ça, oui, euh, j'ai Exact. complètement oublié. On a oublié d'en parler On a tantôt, oublié. mais Ouais. Oui, on a. ça fait partie des nombreux programmes, des peu nombreux programmes qui sont offerts aux jeunes pour s'impliquer davantage. C'est vrai. C'est vrai. Je trouve très bien parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a l'école, mais il donne la chance parce que les premiers jeunes qui étaient gradués, il va aller à un F3. Oui, Ouais. Il va aller, lui, il paye pas, c'est l'école, c'est ça son cadeau pour être les meilleurs, c'est les meilleurs Oui. élèves qui va aller. Et des programmes comme ça, c'est parfait parce que tu peux aller avec un petit budget parce que c'est pas beaucoup, hein, l'inscription. Quand même, c'est beaucoup pour beaucoup de personnes, mais comparé à la situation actuelle. à la situation actuelle, ou si tu veux te développer tout seul, c'est un petit budget, il ne demande pas beaucoup, et c'est très bien. Si on aurait plus de programmes comme ça dans le monde, il y aura plus de personnes qui s'impliquent aussi. Et son programme, je le trouve bon parce que ça ressemble un peu, et la comparaison va peut-être être boiteuse un peu, mais un peu à la voix. les les pilotes compétitionnent entre eux pour finalement gagner un poste. Et bon, c'est sûr, c'est très boiteux, mais on voit l'image là. Ouais, j'avais. Elle doit tomber de la chaise. Donc oui, ça s'appelle le programme en question, ça s'appelle Feed Racing. C'est dirigé par Jacques Villeneuve et son ancien coéquipier chez BAR qui était pilote d'essai, Patrick Lemarie. On va passer. Donc, finalement, oui, vas-y. Le circuit Paul Ricard va nous avoir amené vers quelque chose d'intéressant. Oui, pour une rare fois. Mais il est annulé. Mais il est annulé, donc oublions ça. Alors, on va passer finalement au dernier sujet, puis celui-là, il est très, très, très léger comparé à ce qu'on a eu en fait. C'est un drôle de sujet de conversation, en fait. C'est les notes des pilotes pour le jeu F1 2020 de Codemasters qui va sortir le 10 juillet, donc lors de la séance d'essai libre du Grand Prix de la Styrie au Red Bull Ring. Alors, ça a été dévoilé il y a quelques jours de cela, en fait. Ça fonctionne comme dans les jeux de FIFA, NHL, Madden NFL aussi. C'est un système de notes qui permet de voir qui est le meilleur pilote selon 4 critères. Vous avez l'expérience, le racecraft, donc c'est-à-dire le style de pilotage, le rythme de course et l'awareness. Awareness, je pense que c'est la performance pure. La performance pure aussi, l'attention en quelque sorte en piste, si on peut dire. Ouais. Et ça fait partie en fait du nouveau mode de jeu que Codemasters veut introduire. C'est My Team où vous êtes la 11e équipe. Évidemment, vous créez votre propre pilote et votre propre écurie, puis vous embauchez un pilote, que ce soit de Formule 1 ou bien de Formule 2 aussi, parce que la Formule 2 revient dans F1 2020 en fait. Et évidemment, vous avez des prix à payer. Vous avez des prix à payer pour les pilotes selon le salaire et tout.
Donc, je vais vous donner quelques notes, en fait, pour des pilotes. Lewis Hamilton, il est 94. Et évidemment, c'est 94 sur 100. Donc, au total, la note d'Hamilton dans le jeu est de 94. Son coéquipier Valtteri Bottas est 90. Tout comme Max Verstappen. Charles Leclerc et Sébastien Vettel sont respectivement 86 et 89. Lance Stroll est 78. Et Nicolas Latifi, qui est la verte recrue en Formule 1, est 64. C'est ça, 64, oui, exactement. Et évidemment, ce sont des notes qui font rage dans le merveilleux monde des internets, parce qu'évidemment, il y a des notes qui sont un peu données, d'autres qui sont injustes. Puis on en a parlé aussi, George Russell, 75 avec 52 d'expérience, ça va, mais je pense que avec ce qu'il a montré la saison dernière, il mérite d'avoir un peu plus que 4, on va dire entre 77 et 80. Donc, ce qu'on va faire, on va pas revenir en général sur les notes. Je vais vous donner 1, 2, 3. Je vais vous donner 6 pilotes au hasard et je vais vous donner selon les notes sur 100 selon les critères. Est-ce que ça vous va? Ouais. C'est... Ça va porter peut-être à un débat, peut-être même à confusion. On va commencer avec le champion en titre, Lewis Hamilton, qui dans le jeu est 94. Alors, juste me dire un chiffre sur 100, l'expérience. 100%. 100%. Alors, de plus expérimenté. Ouais, moi je suis d'accord. 100% aussi. Marc-André? Oui, c'est... Ouais. Oui, avec 100% aussi. 100%, bon, mais on est tous d'accord. Racecraft, son style de pilotage. Moi, j'irais avec 97, parce que vraiment, Lewis Hamilton, c'est très rare qu'il fait des erreurs en course. J'irais avec 80. Pourquoi? Parce que oui, c'est rare. Non, mais c'est pas pour des mal. C'est que lui, ça fait des années qu'il est confortable à l'avant. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on ne le voit pas derrière à avoir coursé avec les autres. C'est ça. C'est juste, je le vois juste sur ce critère-là. Que ça fait des années qu'il est à l'avant. Oui, le style de pilotage est très bon, mais l'année passée, avec Charles Leclerc, il y a eu même la difficulté à le dépasser Monza parce qu'il n'est pas habitué à aller derrière. Ouais. Cependant, moi, j'irais vers la note d'Abdou parce que je pense que le rythme de course, je pense que c'est on parle du rythme de course présentement ou juste la manière dont tu conduis là, c'est pas le rythme de course. Ouais, c'est juste sa manière de conduire nous apporte à des tours de qualification absolument incroyables depuis des années et je pense que ça vient justement appuyer le point d'Abdou pour dire à quel point Hamilton est un bon pilote, c'est qu'il va chercher les petits centièmes de seconde qui est important dans chaque virage. Et pour moi, je pense que j'irais peut-être même vers un 98. 98, ok. Ouais. Donc, on était d'accord pour l'expérience à 100. Là, on a 98 pour Marc-André, 97 pour moi, puis 80 pour Anna-Maria. Écoute, c'est ça le système. Awareness. Ils l'ont mis 95. Moi, je pense que oui, mais 95, il le mérite aussi. Ouais. Ok. Puis le rythme le pace, son rythme. 95. Oui, ça oui, il n'y a pas de discussion. 100. Oui, je donnerais même ça. 100.
on peut y aller pour ça aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je pense que on pourrait carrément dire que Hamilton, ben, déjà, c'est le meilleur pilote du jeu, mais on vient probablement de lui donner une meilleure note que 94. Donc, c'est ça. C'est subjectif. Sébastien Vettel, maintenant. L'expérience. Il est 88 dans le jeu. 80. Je donnerai 90 parce que oui, l'expérience, il a. Oui. Et là, il n'y a pas de doute de ça non plus. Ouais. Si on donne juste sur l'expérience du pilote, il a. Oui. 90 pour Vettel, pour Anna-Maria en termes d'expérience. Marc-André? Moi, j'irais vers un 93. 93, oui. Ouais. Ok, ouais. Moi, je vais y aller avec 89. Parce que, oui, il a l'expérience, mais quand ça va mal... Ouais, c'est vrai. C'est un bon point là-dessus. Ça, on va la chercher dans le style de pilotage. Ah, ça aussi. Ça aussi, ouais. C'est là qu'on va rester les points. Ouh, ça, on va le tester d'ailleurs. On va le tester tout de suite. Tiens. Racecraft, lui, il est 89. 80, moi, je dirais 85 parce que si c'était le Sébastien Vettel de Red Bull quand il gagnait le championnat, je lui mettrais un 91. Mais là, on s'entend, il est chez Ferrari, ça va pas très bien. Il fait des erreurs et on en a tellement parlé depuis des années là que moi je lui mettrais un 85. Parce que lui, il est très bon, mais c'est ça le problème. Moi, je lui mettrais 85. Je le laisserai comme ça. 89, tu sais pourquoi? Parce que il fait les mêmes erreurs de toujours. La seule différence, c'est que quand il était à Red Bull, on ne le voyait pas beaucoup parce que quand tu gagnes des courses, tu gagnes des championnats, les erreurs, ils sont plus petits, c'est moins. Ouais. Mais quand tes erreurs, ça coûte, on le voit plus. Quand tu es dans une voiture moins compétitive, c'est sûr, ils vont sortir. C'est ça. En plus, tétra champion, c'est sûr que les minimes erreurs, il va être... Ouais, c'est vrai. Et Marc-André, toi, tu lui donnerais combien en Moi, termes j'irais vers un 83 parce que on le voit depuis quelques années son pilotage se dégrade par les années. On voit aussi qu'il est moins, on dirait, strict dans sa façon de rouler et dans ses virages. Il se fait beaucoup déconcentrer par des petits détails et ça vient peut-être m'enlever le goût d'augmenter sa note à plus haut que 83. Tu vois, tu parles d'erreur. Awareness, il est coté 81. Moi, je lui mettrais aussi. Moi, je lui mettrais 80 aussi. Parlez-en Lance Stroll. Lance Stroll va écouter fort, ouais. Mais non, mais Lance Stroll, c'est difficile à évaluer. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que quand même, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs l'année passée. Non, c'est ça. C'est ça, il n'a pas fait d'erreurs. C'est juste la qualification. C'est son point faible, c'est la qualif. Mais côté pilotage, les mêmes... Pérez, il disait, il est mieux que moi des fois. Quand c'est la course, son rythme, c'est mieux. Oui, justement. C'est juste la qualif que c'est l'handicap. C'est juste que quand tu es toujours à l'arrière, c'est plus difficile. Et lui, il s'en sort. L'année passée, il s'est sorti. Il n'y a pas beaucoup de crash non plus. Même s'il était avec beaucoup de danger.
C'est ça. Puis en plus, on sait que Stroll, il est pilote assez opportuniste. Hein? Mhm. L'année dernière Dans en les Allemagne, départs et dans les départs surtout, dans les départs, mais c'est ça, comme on dit, il fait très peu d'erreurs. En course, je dis bien en course, parce qu'en qualification, bon, on s'entend que c'est son énorme point faible. Donc, Ouais. c'est ça. Moi, je regarde sa note. Expérience, 57. On s'entend. Moi, je pense qu'on est d'accord. Je lui mettrais 57. Racecraft, ils l'ont mis 86. Moi, je lui garde. Moi, je le mettrais 88 à la limite parce que Mhm. pour Oui. moi, il est très très bon. Il est très très bon en course. Et puis, bon, les gens, ils aiment ça le bâcher, mais en course, il est capable du meilleur. Puis on le voit très Exact. peu pour le pire. Puis justement, on parlait de ce qui s'est passé à Monza l'année dernière. Mais tu sais, Stroll aurait pu avoir un excellent résultat, n'eût été de la bêtise de Vettel. Donc, Ouais. moi, je lui donne au moins 88. Aussi. Awareness, il lui donne un 73. Ouais, moi, je lui donnerais un 73 aussi. Je veux dire, il est surtout en qualification, il fait encore des trucs pareils. Puis en course, son rythme 83. Ouais, je lui donnerais 83. Je lui donnerais la même note aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. aussi. Oui, c'est correct. Ok. Je laisserai comme ça aussi. Ouais, moi aussi. Ok. Donc, on a fait Hamilton, on a fait Vettel, là, on vient de faire Lance Stroll. On va aller voir le doyen de la Formule 1, Kimi Raikkonen. Il y a Expérience. l'expérience. Ah. C'est quel crime de ne pas lui donner un 100, hein? Oui, Oui. il y a la grosse expérience. Ils lui ont donné 98, mais ils auraient pu lui donner 100 à la limite. Complètement absurde. Ben C'est comme ouais. les profs de maths. On ne va pas te donner 100% pour pas que... Tu te pètes la tête, mais connaissant Kimi Raikkonen, lui, il s'en fiche carrément, là. Ouais. Sinon, Racecraft, la note officielle, c'est 84. Moi, je lui donnerais 80 parce que il a très bien fait avec Alfa Romeo la saison dernière, mais tu vois que c'est pas le Kimi Raikkonen de McLaren ou de son année championnat avec Ferrari, là. Il a perdu un peu de son racecraft au cours des années. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que c'est une note qui est peut-être plus hommage, si je pourrais dire, tu sais. Je pense que c'est une note c'est des notes qui sont quand même élevées, Ouais. mais en même temps, par les années passées, il a quand même prouvé qu'il était capable d'être un excellent pilote, mais je serais d'accord à baisser un peu sa note, effectivement, à ce niveau-là. Ouais. Et toi, Anna Maria? Oui, on baisserait un petit peu parce que c'est pas les mêmes. Et quand lui, il a pas le goût, ça va pas très bien. C'est ça. C'est ça, il est capable de laisser tomber, en fait. Oui, c'est ça, il laisse tomber. Il y a rien à... Comme tu dis, il s'en fout de tout. C'est ça. Awareness, ils lui ont mis 91. Moi, je suis d'accord avec cette note. À part quand on lui dit « Ah, il me manque son volant ou ses gants, là. » Mais à part ça, en piste, il est très, très alerte. Alors, moi, je pense que 91, c'est une... Ouais. 90, à la limite, je lui donnerais 90, 91. Puis, son rythme de course en tant que tel, ils lui ont donné 83. Moi, je le mettrais un peu à la baisse aussi. Je le mettrais 80 aussi, là. On s'entend que... 83, ce serait peut-être le Raikkonen de son deuxième passage avec Ferrari. Moi, c'est ça que je lui donnerais, là. Je suis d'accord aussi. Ouais. Même chose que toi. Ouais. Donc, on a fait Stroll, on a fait Raikkonen, on a fait Vettel, Hamilton. Donc, il nous en manque un. Esteban Ocon. Parce que je sais que on en a parlé, Marc-André, hors d'onde.
Mais moi, je trouve qu'on a surestimé Esteban Ocon, surtout le fait qu'il n'a pas conduit pendant une saison. Donc là, on ne sait pas si c'est le même Ocon de 2018 qu'on va voir, évidemment. La saison n'a pas commencé, certes. Mais est-ce que c'est le même Esteban Ocon est-ce qu'ils se sont fiés sur le Ocon de 2018 ou est-ce qu'ils vont se fier sur le Ocon en général? Bon. Et ben vas-y, la note de Ocon est de 80 présentement, Ouais. qui me semble énorme. Énorme, c'est trop. Je le sais que il y a beaucoup de gens qui aiment Esteban Ocon. J'aime Esteban Ocon, cependant, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné chez lui, c'est que Mercedes n'a pas voulu de lui à un moment crucial dans sa carrière, et c'est lorsqu'il aurait pu signer avec Mercedes à la place de Bottas. Moi, si Mercedes n'a pas voulu de lui, il y avait sûrement des bonnes raisons, parce que Red Bull n'a pas hésité à signer à long terme Verstappen et à lui donner le grand drap et de tout le pouvoir qu'il pouvait avoir. Et c'est la même chose chez Charles Leclerc lorsqu'il a signé avec Ferrari. On voyait en lui tout le potentiel et on ne voulait pas l'échapper. Alors qu'Ocon, Mercedes a fait comme si c'était un simple pilote. Exact, ils l'ont donné. Et pour moi, il y a une bonne raison à ça. C'est qu'il n'est pas aussi rapide que tout le monde peut le montrer. Et il n'est pas un pilote extraordinaire en Formule 1. Et on l'a vu avec la bêtise au Brésil avec Verstappen, qui était pour moi inacceptable. On va lui donner nos notes, là, mais vas-y, Abdou, je te laisse. Oui, alors, expérience, lui, sa note officielle, c'est 54. Moi, je pense que 54, 55 à la limite. Moi, je lui donnerais 55. Parce que c'est vrai qu'il lui manque de l'expérience, clairement. Beaucoup d'expérience. Le fait d'avoir manqué une saison, c'est quand même... Il a juste fait une saison. Ben, deux saisons et demie. Une saison et quelques courses. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Même 2 saisons, parce que je pense qu'il a fait 2017 et 2018 avec Force India, puis il a commencé quelques Grands Prix aussi avec Feu Manor. Racecraft 90. C'est un... Moi, je trouve que c'est... Non! C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je lui donnerais... Moi, j'ai entre 80 et 85, parce que 90, c'est vrai que il a été très bon. C'est un pilote qui est assez constant. Mais, d'après moi, il y manque... Mais combien ils ont donné à Pérez? En Racecraft... Attends, je vais te dire ça. 91. Oui, 91. Ils ont donné 91 à Pérez. C'est vrai que au cours de en 2017, Pérez a été, les deux étaient presque au même niveau, mais Pérez a eu le Pérez a toujours sorti en avant. C'est ça, Pérez a toujours sorti en avant. Donc, moi, Ocon, personnellement, je lui donnerais à la maximum 85, mais pas 80. C'est généreux. Moi, je donnerais 82. C'est ça. 80 maximum. 80, ouais. 92, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, ouais. C'est ça. Awareness, 79. Ça, c'est fair. C'est fair. Moi, je dirais c'est fair. Puis, son rythme, 82. 80 à la limite. Ouais, mais à la limite, ouais. Moi, je pense que c'est plus le Racecraft qui me dérange un peu. Pas que Esteban Ocon est mauvais, au contraire. Mais je pense que... Il y a des lumières rouges qui s'allument. C'est ça. C'est ça. Mais évidemment, tout ça, c'est subjectif. Hein, donc, il faut pas prendre ça... Faut pas prendre ça au sérieux. Parce que, de toute façon, là, les ratings, que là, ça définit pas un pilote en tant que tel. C'est juste pour le jeu. Quoique c'est basé sur la réalité aussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de faire un petit peu le jeu de comparaison. Je regarde par exemple la note de Max Verstappen qui est à 80. Le rythme de course est à 94. Alors il y a seulement 4 points qui différencient
celle de Esteban Ocon et celle de Max Verstappen, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Mais tu vois, moi, si jamais Ocon connaît une très bonne saison avec Renault, là, je pourrais lui donner 90. Ça va être dur. Ouais, parce que Avec Renault, mais c'est pas pour Ocon, mais il y a Ricciardo, il y a Renault, il y a beaucoup de facteurs qui sont pas favorables pour lui. C'est ça. Donc, le pot, ben, je lui souhaite à Esteban qu'au moins là, ce soit plus harmonieux qu'avec Perez et Force India au moins là. Donc, ben, il va probablement être vu comme le numéro 1 en raison du départ de Ricciardo l'an prochain. Je peux pas croire qu'ils vont avantager un pilote qui s'en va. Ouais, mais est-ce qu'il est garanti pour les prochaines saisons? Ocon, je pense que non. Non, je pense que pas. non, c'est ça le problème aussi, parce que Renault, des fois, il prend des décisions parce qu'ils ont préféré choisir Ricciardo que Ocon. Ouais. Avant, ils l'ont laissé dehors, quand même. Là, c'est ça. Là, Ricciardo part après 2 saisons, puis Ocon est beaucoup plus jeune que Ricciardo, donc ils peuvent partir leur futur, à moins que Mercedes décide de leur... Non, Mercedes, lui est déjà un peu comme libre de Mercedes, c'est sûr. Ouais, ben, je pense que ses droits appartiennent encore à Mercedes. Les Mercedes ont démontré à quel point ils ne le voulaient pas. Non, c'est ça. Et c'est en voyant un George Russell qui est incroyable. Les messages étaient clairs. Ils ont dit, la priorité, c'est George Russell. Ouais. Donc, le champion virtuel de Formule 1 durant cette période de confinement. Alors, c'est ce qui complète cette balado de diffusion du bulletin F1. Évidemment, on a parlé d'un sujet très sérieux sur la diversité, donc on voudrait avoir votre point de vue. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on en parle maintenant durant ce mouvement Black Lives Matter où on essaie de changer les trucs, ou sinon est-ce que vous pensez qu'on en fait déjà assez? Si vous voulez ajouter votre voix, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, sur facebook.com/bulletin F1 ou sur twitter.com/le bulletin F1 en un seul mot. On a aussi notre site web bulletinf1.com. Puis, dans quelques jours, on va recommencer avec les fameux avant-course, bulletin de notes aussi. Donc, on va se préparer en fait pour le premier Grand Prix de la saison officiellement en Autriche, le 5 juillet. Le plaisir approche. Le plaisir approché, exactement. Puis on a vraiment hâte. Puis non, je te vois là, on va pas avoir de fou rire comme la dernière fois. Donc, si vous voulez partager le tour, on va mettre on va mettre nos liens sur les réseaux sociaux et le lien du site, évidemment. Si vous voulez écouter la balado, c'est disponible sur baladoquebec.ca, mais ainsi sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitch et compagnie. Alors, ça va être sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Anna-Maria, Marc-André, un énorme merci. Merci à toi encore une fois. Ça me fait plaisir. Puis, j'en profite pour dire que si tout va bien, ben Brian sera là. Donc, on va voir un podcast à 4. Le retour. Le retour de Brian, effectivement, parce qu'on sait qu'il est très occupé avec son travail, évidemment, qui est de sauver des vies. Alors... qui est un peu plus important que l'enregistrement de notre podcast. C'est 1000 fois plus important, ouais. Je pense qu'on doit le saluer en bonne et due forme. Oui. Alors, Brian, si tu nous écoutes ou si tu nous vois, on te remercie pour ton gros travail.
Non, C'était convaincant quand même. non, parce que je voulais le niaiser, mais je pense pas que je vais pas le faire là. Mais Brian, réussi. sérieusement. On voulait pas quand même t'appeler, hein. Ouais. Mais sérieusement, Brian, un gros merci pour ce que tu fais, puis toi et tous les paramédics aussi là. Il faut pas dire ambulancier parce que. J'espère pas avoir besoin de toi. On se le souhaite aussi là. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Je m'appelle Abdoussal. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la balado-diffusion du Bulletin F1. On continue toujours à rouler avec le Bulletin F1. Passez une excellente soirée et puis à la prochaine!